Monsieur Dan, bonjour. Vous le savez très bien que le climat politique ces derniers temps en République démocratique du Congo bouge, n'est pas tranquille. Oui, sur le plan politique, ça bouge. Les uns pensent qu'il faut dépolitiser la CENI. Les autres disent les membres de la CENI doivent démissionner. Il y a eu d'ailleurs sit-in, bien sûr, au niveau de la CENI, bien sûr au centre-ville. Il y a eu des interpellations également. Est-ce qu'il y a eu violation des droits de l'homme? On va en savoir, bien sûr, dans peu de temps. Et en dehors de ça, Congo Hold Up. Congo Hold Up fait bouger notre pays. De révélations accablantes autour, bien sûr, de détournement des deniers publics. Pour en parler, je reçois pour vous le président national de la ZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il est là avec nous, Maître Jean-Claude Katende, que vous suivez bien sûr merveilleusement sur Twitter. Il est presque la star sur Twitter, oui. Et c'est tout le monde qui partage ses tweets. Et parfois, il y a 2 jours passés, on a eu à exploiter ces tweets, et raison pour laquelle nous avons dit, l'homme lui-même doit parler. Je sais, il a un franc-parler, et parfois il parle sans gants. Aujourd'hui, les gens se demandent, il est de quel côté concrètement? Il va nous le dire tout à l'heure. Démarrons notre émission. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Président, bonjour. Bonjour. Voilà, le pays bouge avec les révélations Congo Hold Up. Congo Hold Up, d'abord vos impressions avant d'entrer dans les détails. Merci Stéphane pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir parler à votre télévision sur cette question importante. D'abord, il est important de préciser qu'il n'est pas question ici de dire qu'il s'agit des Blancs qui ont fait un coup contre l'ancien président Kabila et son clan. Souvent, quand les partisans du président Kabila interviennent, ils éludent la vraie question. Et la vraie question pour moi, c'est celle de savoir les faits qui sont portés à notre attention et qui sont extrêmement graves par rapport à la somme d'argent supposée détournée, mais par rapport aussi aux stratégies qui ont été mises en place pour détourner l'argent de l'État vers des activités qui n'ont rien à faire avec l'État. Ensuite, il est important que nous, Congolais, nous puissions savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Les révélations dont il est question, nous les connaissions depuis bien longtemps. Bien longtemps parce que vous allez vous rappeler que Jean-Jacques Lumumba avait déjà commencé, n'est-ce pas, à mettre en cause les pratiques de
la FBGI Bank, qui est en fait au centre de la mafia en République démocratique du Congo. Pour ce qui me concerne, quand je vois la position des uns et des autres, je me dis qu'aujourd'hui, il est urgent que la justice congolaise puisse ouvrir des enquêtes sur les différentes, récupère l'enquête, parce qu'il y a des uns qui disent que cette enquête, ce rapport est vrai, d'autres qui disent qu'il n'est pas vrai, qu'il n'est pas fondé, mais qu'on demande, n'est-ce pas, à la justice congolaise de pouvoir se saisir de la question, d'enquêter et de voir si les faits graves qui sont portés contre l'ancien président Kabila et son clan sont vrais ou faux. Mais déjà, l'IGF, dans une lettre récemment publiée, avait déjà saisi le procureur général près la cour d'appel de Matete pour pouvoir enquêter sur les 43 millions de dollars que la FBGI Bank avait, n'est-ce pas, envoyé à une des sociétés contrôlées par le clan de l'ancien président Kabila. Mais fort malheureusement, depuis mai 2021, la justice n'a jamais pris une action quelconque pour interpeller les personnes mises en cause. Moi, je suis personnellement peiné par ces révélations quand je vois que dans notre pays, nous avons des Congolais et des Congolaises qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas accès à la nourriture, qui n'ont pas accès à l'eau potable au moment où, n'est-ce pas, les gens sont en train de s'amuser avec l'argent de l'État, comme si c'était leur argent. Et ici, nous pouvons alors comprendre ce que l'Azado avait déjà fait en 2013, je crois, quand nous avions enquêté sur les infrastructures réalisées à Kinshasa dans le cadre du projet du contrat sino-congolais, qu'on a appelé le contrat chinois. La conclusion à laquelle nous étions arrivés, c'était que toutes les infrastructures réalisées dans le cadre de ce projet-là ne l'étaient pas pour les biens du Congo. C'était en fait des opportunités derrière lesquelles les proches du président Kabila tiraient de l'argent. Voyez-vous? Parce que nous avons identifié des cas de surfacturation. Nous avons constaté les cas de marchés publics qui n'étaient contrôlés par personne. Nous avons remarqué aussi que la qualité de certaines infrastructures qui ont été réalisées n'était pas bonne. En sorte qu'aujourd'hui, vous avez des routes qui ont été faites en 2010 qu'il faut refaire. Voyez-vous, parce qu'on n'y avait pas mis les soins. Et donc, moi je pense que l'appel que je dois faire aux Congolais, ce n'est pas de dire que le président Kabila et son clan ont tort ou ont raison. Nous avons des institutions, nos propres institutions, qui peuvent enquêter sur la banque et sur ses opérations. En ce moment-là, nous pouvons nous dire que ces pratiques sont vraies ou elles sont fausses. Mais je sens qu'il y a trop de passion. Trop de passion pour ceux qui veulent que les actions soient menées contre le président Kabila et contre son clan, et la passion dans le camp de ceux qui ne veulent pas à tout prix qu'on le touche. Tout compte fait, nous devrions nous tous nous mettre d'accord sur un fait qu'il y a un problème. Nous avons des institutions qui sont capables de faire ces enquêtes-là, qu'on les laisse faire et qu'on arrive à la conclusion. Parce que chaque fois qu'un travail est réalisé par les Blancs, la conclusion est que on en veut à X, on en veut à Y pour ceci ou pour cela. Donc nous devons aujourd'hui le faire. Nous avons aujourd'hui des problèmes sur le RAM, où il est supposé que non seulement cet taxe est illégal, mais aussi l'argent n'est pas bien géré. Pourquoi la justice ne peut pas enquêter sur ce cas pour permettre aux Congolais d'en avoir les cœurs nets? Voyez. Donc, il faut que les institutions fonctionnent.
Il ne faut pas que nous ayons des institutions qui fonctionnent que quand il y a pression. Ça ne sert à rien. Le travail quotidien de la justice, c'est de pouvoir s'occuper de ces questions pareilles afin d'assainir l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, pour que les actes qu'on reproche aujourd'hui à l'ancien président Joseph Kabila, que dans 5 ans ou dans 10 ans, ne soient pas reprochés au président Félix et son clan. Très bien. BGFI Bank, la banque qui est plus au cœur de ce scandale, paraît-il que c'est une banque étrangère, banque gabonaise. Bon, et que cette banque aurait reconnu déjà une somme d'argent pour payer à l'État congolais. Elle va payer en qualité de qui? Je ne comprends pas là. Non, il faut dire que face, n'est-ce pas, aux évidences. Elle va payer, il a fait de 43 millions, comment? Face aux évidences, la banque ne peut que se plier. Mais nous ne sommes pas totalement satisfaits du fait que la banque ne reconnaît pas toutes ces mauvaises pratiques. Comment une banque privée peut-elle recevoir l'argent, n'est-ce pas, de la Banque centrale du Congo pour donner à une entreprise privée? Je ne comprends rien. Mais c'est évidemment ça. C'est un montage qui a été fait afin de pouvoir cacher. Heureusement qu'au sein de la banque, nous avons quand même des citoyens congolais comme Jean-Jacques Lumumba qui a travaillé là-bas, qui ont dit que ce genre de pratiques sont contraires, n'est-ce pas, au texte de gouvernance de la banque, mais aussi au texte législatif de la République démocratique du Congo. Et ces genres d'hommes comme Jean-Jacques Lumumba, comme bien d'autres, ces lanceurs d'alerte, nous en avons grandement besoin dans un pays comme le nôtre. Et je pense que ceux qui suivent l'actualité en République démocratique du Congo seront d'avis avec moi que non seulement il faut reconnaître les statuts des lanceurs d'alerte dans notre pays, mais il faut les protéger. Très bien. Parce que sans une protection conséquente, cela ne va pas aller de l'avant. Rappelez-vous que dans ce pays ici, on a eu à condamner d'autres lanceurs d'alerte à mort. Comme qui, par exemple? Non, mais il y a les jeunes gens qui ont été impliqués dans la dénonciation de certaines pratiques mafieuses qui se font dans certaines banques. Vous allez vous rappeler le cas de M. Kasséa avec Access Bank. Oui, oui. Donc, il y a eu tellement des gens courageux qui ont voulu arrêter ces choses, mais la manière dont la justice s'est comportée vis-à-vis d'eux ne peut pas encourager d'autres à pouvoir faire la même chose. Très bien. On quitte BGFI Bank. Il y a encore une autre somme d'argent que ONU aurait donnée au Congo. Une affaire de 7 millions comme ça pour le militaire ou policier qui était parti combattre, bien sûr, au niveau de Centrafrique. Cet argent également détourné. On détourne même l'argent destiné à nos compatriotes. Non, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est de la méchanceté. Non, mais il faut comprendre que l'ancien président Kabila avait conquis le pouvoir dans la suite de l'AFDL en considérant que la République démocratique du Congo est un pays qu'il faut exploiter. C'est pour ça qu'à mon avis, le président Kabila s'est beaucoup comporté comme un commerçant qu'un homme d'État. Et vous allez vous rappeler... Et vous avez dit qu'il a transformé la RDC comme une boutique. Évidemment, il y a des gens qui considèrent la République démocratique du Congo comme une boutique. Et ça, nous devons absolument y mettre fin. Oui. Ce pays nous appartient à nous tous. Ceux qui ont la responsabilité de le diriger doivent le faire. Non pas dans leur intérêt, mais dans l'intérêt de l'ensemble des Congolais. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais reçu ici dans mon bureau des policiers qui étaient revenus de la République centrafricaine, qui faisaient des tours à la MONUSCO là-bas qui sont allés à la MONUSCO, qui ont suivi les responsables politiques congolais, mais qui n'ont jamais été payés. Ils étaient obligés de faire des tours à la MONUSCO et la MONUSCO ne leur a jamais dit la vérité. Ah bon?
ne leur a Donc jamais c'est un dit dossier la qui était vérité. déjà à Bien l'Azado. sûr, mais c'est un dossier que l'Azado avait, mais nous ne savions pas que cet argent avait déjà été détourné. Congo. Ça, c'est fantastique. Et on ne peut même pas être poursuivi sur le plan international par l'ONU Bon, pour avoir détourné l'argent destiné aux policiers, aux militaires et comme ça. mais il faut que l'ONU fasse d'abord des enquêtes. Mais vous savez que l'ONU, ce n'est pas toujours une machine transparente. Ah aussi, ça aussi. C'est pas toujours. Ce sont des êtres humains comme nous qui travaillent à Bien l'ONU, sûr, bien sûr. qui ont des sentiments, qui ont des tendances. Donc, il ne faut pas qu'on pense que l'ONU est dirigée par Dieu. Maître Jean-Claude, là c'est Sonia Rollet qui vient encore de publier d'autres révélations sur Égal également. Non, mais nous savions déjà que cette société recevait l'argent public. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'à l'époque, nous étions parmi les personnes qui avaient demandé qu'on évalue l'actif de Égal et qu'on nationalise cette société. Nationalisée? Ah oui. Pourquoi? Mais parce qu'elle devienne la société de l'État. Parce qu'elle a fonctionné avec les fonds de l'État. Ça, vous le saviez aussi? Nous le savions. Ah Nous bon? le savions. Que Égal fonctionnait avec les fonds revenant à l'État congolais. Et donc, si une entreprise fonctionne avec les fonds revenant à l'État congolais, on peut la considérer comme une entreprise qui est sur la voie d'être une entreprise Publique. du portefeuille public Voilà. de l'État. Et vous pouvez vous imaginer, Oui. si le président Kabila était resté au pouvoir à veiller le 3e mandat, ou si quelqu'un comme Chadari était passé au pouvoir, il allait couvrir tout ça Oui. pour que nous, Congolais, nous ne puissions pas le savoir. Et c'est- demeurer toujours dans la misère. Demeurer non seulement dans la misère, mais être pris comme en fait des idiots, quoi. Bien sûr. Des idiots, Ouais, des gens totalement idiots. qu'on peut dribbler, des gens qui ne sont capables de rien faire. Voyez-vous? Ouais. La mafia jusqu'au niveau de l'armée. Mais Donc c'était Mais- un mais- pays de mafieux. non, mais nous avions toujours dit que si la guerre persiste à l'Est, c'est notamment à cause de la corruption. C'est notamment à cause de l'implication des policiers et des militaires dans l'exploitation des minéraux. Nous l'avions toujours dit. Et c'est pour ça que nous étions totalement opposés à ce que les zones aujourd'hui sous l'état de siège soient confiées à des personnalités militaires comme on l'a fait. Et le résultat est là. Le résultat est que l'état de siège n'a pas produit des résultats qu'on voulait. Et il faut comprendre que l'état de siège, c'est quand même une situation exceptionnelle. Une situation exceptionnelle qu'on ne peut pas maintenir pendant des années. Parce que on prive les Congolais dans un état de siège de certains de leurs droits. Et vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo met beaucoup d'accent sur le droit des Congolais. Et donc on ne peut pas accepter que ce régime d'état de siège qui limite les droits des Congolais soit maintenu pendant longtemps. Moi, je croyais que c'est une situation qui nécessitait une frappe vraiment chirurgicale qui permet à ce que pendant un temps, ces rebelles sentent qu'il y a une force qui est intervenue pour mettre fin, pour réduire leur capacité, non seulement d'opérer, mais aussi leur capacité de porter atteinte à la vie des Congolais. Ça, c'est très important. Maintenant, nous entrons avec l'état de siège dans une situation normale. Mais en temps normal, l'armée continue à faire son travail de manière, n'est-ce pas, régulière. Très bien. Voilà. Nous sommes toujours au niveau du scandale. Aujourd'hui, Joseph Kabila cité dans ces histoires, mais c'est impossible de l'arrêter là, avec l'arsenal juridique qui le protège. Bon, je pense que l'arrestation du président Kabila dépend principalement du président Félix. Je sais que les gens disent les pouvoirs sont indépendants, mais le président de la République a le pouvoir d'impulsion.
d'impulser la justice pour qu'elle fonctionne normalement. Et cela découle aussi, n'est-ce pas, de cette qualité qui lui est donnée par la Constitution de garant du bon fonctionnement des institutions. La justice fonctionne bien quand toute personne qui doit être poursuivie est poursuivie, que personne ne puisse bénéficier de l'impunité. Voyez-vous? Et si nous voyons la question sous cet angle-là, il est clair pour nous que le président de la République peut demander à sa majorité de changer la loi, n'est-ce pas, portant les statuts des anciens chefs d'État. Cette loi, on peut la changer. Elle est venue, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, mais elle peut aussi être changée par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est une question de volonté. Mais je sais qu'il a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé de certaines autorités, de certains Congolais, certainement de son partenaire, M. Joseph Kabila. Kabila est encore partenaire au président Félix jusqu'à aujourd'hui? Le président Kabila est toujours partenaire du président Félix. Comment? Il n'y a plus, c'est cash. Mais c'est un ancien président. C'est un ancien président. Le président Félix peut le consulter à tout moment. Les contacts ne sont pas rompus entre eux. Est-ce que vous pesez bien le risque de ce que vous dites, président? Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Ce que je dis est vrai. Est-ce qu'à l'anniversaire de M. Joseph Kabila, le président Tshisekedi ne l'a pas appelé? Il l'a appelé. Alors, s'il appelle pour son anniversaire, c'est que sur certaines questions qui concernent le pays en tant que président de la République, ancien président de la République, le président Félix peut l'appeler. Voilà, on marque une pause et puis on se retrouve juste après ceci. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette image, cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to sala biso vidéo kaka ya 10 minutes. O sali vidéo ya 10 minutes o tindelinga na numéro na nga oyo za affiché oyo na WhatsApp. Ce qui o tindelinga to kozwa vidéo na yo to tie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso oyo ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posta ko to invité te. Ah, tu as posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso oyo amoni kaza na opinion na ye. Asa la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osala ka vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui o tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo. Senga bato ba s'abonner massivement à la chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka bato ba yo kaka. Chaîne yangwana Gims la kisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo na nzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na Mwana Mboka Gims Lokumu. Voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup à Gims Lokumu. Maître Kalev, toujours du même circuit. Aujourd'hui, le TGI Gombe vous dit il est incompétent de le juger. Récemment, la Cour constitutionnelle a dit qu'elle était incompétente de juger Matata. Si je comprends bien, ces derniers temps, on n'a que des juridictions incompétentes pour diriger et pour comment juger. Je comprends plus rien. Non, mais moi personnellement, je ne comprends pas l'inquiétude de Congolais. Ouais.
Quand on parle de la question des compétences, c'est tout simplement une question de forme. Matata, en ce qui les concerne, la Cour constitutionnelle a dit qu'elle est incompétente, mais elle n'a pas dit qu'on ne jugera jamais M. Matata. Oui. Les dossiers sera seulement orienté vers la Cour de cassation pour pouvoir connaître de l'affaire. Ok. Contrairement à ce que les gens disent dans la rue, oh voilà, on a protégé Matata, alors qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Tout ce qu'on dit, ça peut être vrai, mais si vous voulez connaître la vérité des décisions qui ont été prises par rapport au tribunal, n'est-ce pas, de grande instance concernant Kalev et par rapport à la Cour constitutionnelle concernant M. Matata, il faut s'approcher des juristes. Il faut s'approcher des avocats pour comprendre. Maintenant, concernant Kalev, on a statué sur la question des formes. Je pense que le tribunal de grande instance, comme la Cour constitutionnelle, orienteront les dossiers vers les tribunaux ou les cours qui sont en fait compétents ou compétentes. Là, c'est le dossier Kalev aussi. Tous les deux dossiers vont être envoyés devant les tribunaux ou les cours compétents ou compétentes. Ok. Donc, rien n'est perdu. Bloc patriotique, ça va là-bas, vous y êtes, j'espère. Je pense que les Congolais sont tous libres, n'est-ce pas, d'adhérer à une plateforme formelle ou informelle. En ce qui concerne les blocs patriotiques, c'est le droit des organisations politiques, sociales et mouvements citoyens qui ont accepté d'y aller. Moi, je pense que je ne suis pas dans les blocs patriotiques, je ne suis pas dans l'autre camp. L'Union sacrée? De l'Union sacrée. Je reste du côté, n'est-ce pas, de la population congolaise. Mais je suis attentif à ce qui se passe à l'Union sacrée comme à ce qui se passe au bloc patriotique. Il y a des considérations que j'estime personnellement être graves. Je ne comprends pas comment nous pouvons nous mettre avec les frères et sœurs, n'est-ce pas, du FCC, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait comme dégâts dans le pays, sans que ces derniers n'aient même pas demandé pardon. Ne fût-ce que ça. Demander pardon aux Congolais pour les morts qu'il y a eu, pour des gens qu'on a tués comme Floribert Chebeya, des gens qu'on a tués comme Rossi Mukendi, comme Thérèse Kapangala et bien d'autres. Je pense que le premier pas pour nous mettre ensemble avec les frères et sœurs de l'ancienne majorité, c'est d'abord qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis des choses qui sont abominables et qui demandent pardon à l'ensemble des Congolais. Dans ce moment-là, nous pouvons considérer qu'il y a eu un repenti et que nous pouvons nous mettre ensemble avec eux. Ce manque de pardon, de demande de pardon, j'estime personnellement que ça me met dans une situation où je ne peux qu'observer de loin. Ça, c'est de un. Voilà. De deux. Oui. Je considère aussi que c'est un attelage qui ne pourra pas atteindre les objectifs. Parce que déjà, au niveau, n'est-ce pas, de la mise en commun des efforts, quand vous entendez, par exemple, les gens, les frères et sœurs de Lamuka, ils disent qu'ils ne sont pas en alliance avec les gens du FCC. Les gens du FCC disent qu'ils ne répondent pas à l'appel du président Fayoulou. Donc, vous comprenez que, quelque part, vous rendez compte que la machine ne s'emboîte pas. Donc, comment je peux aller me mettre dans un groupe où les gens ne se reconnaissent pas les uns les autres, où les gens ne s'apprécient pas les uns les autres? C'est un groupe qui sera voué à l'échec. Parce que ce temps ici passé, je vois très mal comment ils peuvent faire un bloc. Un bloc, ça veut dire un tout. Un bloc, ça veut dire consolidation. Oui. Un bloc, ça veut dire quelque chose qui est vraiment, comment je dirais, bien fait, qui constitue un tout.
Or, dans le cas d'espèce, on parle du bloc patriotique, Ouais. et quand vous regardez dedans, il n'y a rien qui se met ensemble. Waouh, il n'y a rien. Entre-temps, ces blocs dénoncent aujourd'hui la dictature. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a la dictature plus que le temps de Mobutu, comme l'a dit Chadari? Non, je pense que les hommes politiques de notre pays doivent être capables d'utiliser les mots qui conviennent. Parce que si on exagère, on se rend soi-même ridicule. Ok. On se rend soi-même ridicule. Donc, nous pensons qu'il y a des situations qui évoluent positivement dans le pays et des situations qui sont dans une situation, en fait, dans un état stationnaire. Et nous devons pousser pour que ça aille de l'avant. Et je crois que cette honnêteté, on doit pouvoir l'avoir. Ce n'est pas seulement la question de la CENI sur laquelle je ne suis pas d'accord avec les frères et sœurs de l'Union sacrée, mais j'estime personnellement que parler de la dictature, c'est quand même exagéré. Parler de la dictature, c'est exagéré. Les uns aujourd'hui pensent qu'il faut dépolitiser la CENI. Les autres veulent qu'il y ait vraiment un consensus très large. Que dites-vous? Je dis ce que je dis toujours. C'est que d'abord, si on avait retiré la charge de désigner, n'est-ce pas, le président de la CENI aux confessions religieuses, comme nous l'avions proposé à l'époque où il y a eu des problèmes avec M. Ronsard Malonda, nous n'en serions pas là. Oui. Mais aujourd'hui, il faut dire quand même que la politisation de la CENI découle aussi des manques de stratégie de la société civile, les confessions religieuses comprises. Nous avions convenu ensemble qu'avant la désignation du président de la CENI, il était important qu'on travaille d'abord sur les réformes. Voyez-vous? Mais quand les confessions religieuses ont été invitées par l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Mme Mabunda, à la consultation sur la question de la désignation du président de la CENI, les confessions religieuses ont mis de côté les réformes qui étaient nécessaires et que tous nous exigeons avant d'en arriver à la désignation du président de la CENI. C'était un premier faux pas. Le deuxième faux pas, c'est quand ils sont allés, ils ont commencé à s'accuser mutuellement de corruption, de tribalisme, de haine tribale, ainsi de suite. Donc, voyez-vous, et ça discrédité les confessions religieuses, ça a diminué la force des confessions religieuses parce qu'il faut vous rappeler que la charge de désigner le président de la CENI était confiée aux confessions religieuses parce que tous nous estimions qu'elles étaient impartiales et qu'elles pouvaient agir sans état d'âme pour désigner donc, les présidents de la CENI. Donc, on pensait à une certaine crédibilité. Oui. Mais avec ce qui s'est passé à l'époque de candidat Malonda et ce qui est venu ensuite, les accusations de corruption, les accusations de tribalisme, de haine tribale, les confessions religieuses ont diminué en termes de qualité et d'impartialité. Donc, il faut prendre cela en compte et c'est très important. Maintenant, avec cette manière de nous fragiliser, nous avons raté les réformes. Bien sûr. Où la classe politique s'est imposée. Parce que les confessions religieuses n'étaient plus capables de parler d'une seule voix. Voilà. Ils ont profité, ils ont mis en place une CENI dont le bureau est totalement contrôlé par les politiciens. C'est ça ce que nous appelons la politisation de la CENI. Mais maintenant, et cette politisation fait que vous avez dans la CENI des arbitres qui ont des liens avec les joueurs. Comprenez? Ok. Donc vous avez des arbitres, mais qui ont des liens avec des joueurs. Mais ces arbitres ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle en en jurant qu'ils vont rester professionnels. Nous connaissons les Congolais. Nous connaissons nous-mêmes. Et nous savons que ces gens-là ne sont pas capables de se départir totalement de leur parti politique parce que tous, ils ont besoin du pouvoir. Très bien. Lorsque Martin Fayulu veut la dépolitisation de la CENI, lui veut voir à la CENI des
agents, non, des membres uniquement de la société civile. Maintenant, j'ai une préoccupation. Les membres uniquement de la société civile, il s'agit de quelle société civile? Puisque la société civile congolaise aujourd'hui, c'est comme qui dirait qu'elle est divisée en deux. Il y a la société civile pro-pouvoir, la société civile pro-opposition et une société civile neutre qui vend les choses autrement. Lorsque ça marche, elle dit ça marche. Lorsque ça ne marche pas, elle dit que ça ne marche pas. C'est entre autres la ZADO aussi. La ZADO fait partie de cette société civile-là. Et maintenant, les mouvements citoyens conso, ces derniers seront nommés par qui ou élus par qui? Non, mais on peut demander aux organisations indépendantes comme la ZADO. Mais est-ce que d'abord... Mais vous serez contesté aussi. Attendez, est-ce que d'abord oui. les hommes politiques ont besoin des gens indépendants à la CENI? Non. Non. Ils ont besoin des gens qu'ils peuvent contrôler. Bien sûr, ça c'est l'homme politique. Oui. Ouais. Ils ont besoin des gens qu'ils peuvent contrôler. Ouais. Ils n'ont pas besoin des gens qui peuvent leur dire « Non, là, on marche très mal ». Ils ont besoin des gens sur qui ils ont une certaine emprise. Bien sûr. C'est tout à fait normal oui. que les politiciens, si les membres de la ZADO sont à la CENI, c'est tout à fait normal que les politiciens pensent déjà à des maux de tête qu'ils auront. Bien sûr. Voyez-vous? Oui, bien sûr. Les gens indépendants ne manquent pas dans ce pays. Mais les politiciens n'en ont pas besoin. Mais vous aussi, parfois, on vous traite d'être collabo. Vous êtes beaucoup plus avec la communauté internationale et vous roulez uniquement pour cette dernière, pour mettre un peu du feu sur le régime. Non, mais moi mon problème, c'est qu'il faut que les gens me disent. Moi, je pose toujours des bonnes questions. Ouais. Il faut que les gens me disent, Monsieur Katende, ce que tu as fait ici, oui. C'est la communauté internationale qui vous a demandé de le faire. Et dire les choses de cette façon-là, j'estime que c'est une insulte, n'est-ce pas, à l'égard de certains Congolais qui se montrent indépendants. Donc, vous pensez que nous sommes là, nous avons étudié, nous travaillons, nous sommes là pour que quelqu'un, quelque part, nous dise pour notre pays que vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Et tel que vous me connaissez, vous pensez vraiment que je peux accepter pareille chose. C'est impossible. Je n'ai jamais cru en ça. Oui, c'est impossible. En plus, qui ne travaille pas avec la communauté internationale ici? Tout le monde travaille. D'abord, le Congo lui-même, en tant que pays, a des ambassadeurs étrangers ici. A l'ONU ici. Voyez-vous? Je vois très bien. Dans le monde actuel, pourriez-vous travailler seul? Ce que nous demandons, tout simplement, c'est que les gens ne nous demandent pas des choses qui soient contraires à notre pays, à nos valeurs. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Dernière question avant de se quitter, c'est l'affaire Village Moderne. Vous êtes au courant, j'espère? Je pense que le président de la République a tranché sur la question. Il a dit que ce n'est pas une proposition à prendre en compte. Ce qui est malheureux, c'est que le Rwanda a toujours ses regards sur le Congo. C'est ce que je me demande. Pourquoi il ne peut pas aller le faire au Burundi? Oui, par exemple, au Burundi, il y a des sinistrés là-bas. Oui. Il y a des réfugiés là-bas. Même des réfugiés rwandais. Oui. Pourquoi il ne peut pas aller construire ces villages modernes là-bas? J'ai toujours dit que le vrai problème de l'insécurité à l'est du Congo, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Et tant qu'on ne mettra pas cela sur la table pour discuter, on n'avancera pas. Et je rappelle que le Rwanda vit indépendant du Congo. Principalement des minéraux du Congo. Parce que la plupart des minéraux qui sont à l'Est sont produits au Congo et le Congo en est le premier producteur. Mais le premier exportateur qui en tire grand profit, c'est le Rwanda. C'est connu de tout le monde. Les hommes politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui font semblant de ne pas connaître les vrais problèmes. Mais le vrai problème est là. C'est pour ça que personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec le président Tshisekedi sur sa manière d'aborder la question de l'Est. Je pense que le point de vue du président de la République sur cette question, quand il était opposant, n'est pas le même aujourd'hui qu'il est président de la République. On va me dire qu'avant, il ne comprenait pas, il ne connaissait pas, mais la situation n'a pas du tout changé. Merci. À Gims et à très bientôt.